Des brutes, lui, ont agrafé ses vêtements pour se moquer, son coup de poing, lui, a cassé une dent. Les néons blafards du lycée. Jacques Prévert projetait des ombres crues sur le couloir bondé, tandis que Chloé Dubois se plaquait contre la rangée de casiers cabossés, espérant se fondre dans la peinture écaillée. Son pull ample de friperie tombait lâchement sur sa petite silhouette et ses baskets usées crissaient sur le linoléum alors qu'elle serrait ses livres contre sa poitrine. Le flot matinal d'élèves lévitait comme une rivière, contournant une pierre, leur voix créant un mur de son qui la rendait encore plus invisible. Chloé était à Jacques Prévert depuis 3 mois maintenant, depuis que sa famille avait déménagé de Bretagne, après que son père ait perdu son emploi à la conserverie de poissons. La transition de la vie paisible du bord de mer breton à la banlieue parisienne avait été assez déstabilisante sans avoir à naviguer dans la hiérarchie sociale d'un établissement où tout le monde semblait se connaître depuis la maternelle. Son léger accent breton et ses vêtements de seconde main la désignaient comme différente. Et dans un endroit comme Jacques Prévert, différent voulait dire cible. Elle gardait la tête baissée en marchant vers son cours de biologie de première heure, ses cheveux châtains tombant comme un rideau autour de son visage. Ce qu'aucun de ses camarades ne savait, c'est que sous son extérieur calme se cachaient 15 années d'entraînement au Krav Maga et au Jiu-Jitsu brésilien, des disciplines que son grand-père lui avait enseignées depuis qu'elle savait marcher. Mais les leçons de Pépé venaient avec des règles strictes sur quand et pourquoi utiliser ses compétences, et gérer la cruauté adolescente ne comptait pas comme de la légitime défense dans son livre. Le premier signe avant-coureur est apparu lorsqu'une ombre a obscurci son chemin. Théo Leclerc s'est planté directement devant elle, sa veste de l'équipe de rugby tendue sur ses larges épaules. Le pilier vedette avait le genre de sourire confiant qui vient de n'avoir jamais entendu un nom, et ses yeux bleu clair contenaient le calcul froid de quelqu'un qui aimait avoir du pouvoir sur les autres. « Tiens, regardez ce qu'on a là », traîna Théo, sa voix portant l'autorité exercée de quelqu'un habitué à attirer l'attention. La campagnarde essaie de se faufiler sans dire bonjour. Derrière lui, ses compagnons constants se sont matérialisés comme des requins sentant le sang. Léa Martin, la pom-pom girl en chef dont les cheveux blonds parfaitement coiffés semblaient défier la gravité, croisa les bras et examina Chloé avec le dédain de quelqu'un examinant un insecte. Son sourire était assez acéré pour couper du verre, et elle l'utilisait comme une arme. « Oh mon Dieu, Théo, regarde ce pull !» dit Léa, sa voix assez forte pour que la foule qui se rassemblait l'entende. « Tu as pêché ça dans un conteneur de vêtements, non ?» Le troisième membre de leur trio, Maxime Dubois, ricana en sortant son téléphone. L'aspirant influenceur documentait tout, et Chloé pouvait déjà le voir chercher l'angle parfait pour l'humilier en ligne. Ses cheveux soigneusement coiffés et ses vêtements de marque criaient des parents qui lui achetaient sa popularité, et il portait sa cruauté comme un insigne d'honneur. Chloé essaya de les contourner, mais Théo se déplaça pour bloquer à nouveau son chemin. « Ce n'est pas très amical, ça, » dit-il, sa voix prenant un ton moqueur. « On essaie juste de t'accueillir dans notre lycée. » « Peut-être qu'on devrait lui faire un relooking, » suggéra Léa, ses yeux s'illuminant d'une joie malicieuse. « Je veux dire, ce truc de friperie chic ne marche pas vraiment pour elle. » Le couloir avait commencé à former un cercle lâche autour d'eux, d'autres élèves ralentissant leurs pas pour regarder le spectacle. Chloé reconnut certains visages de ses cours, mais aucun d'eux ne croisa son regard. Ils se contentaient d'être des spectateurs de son humiliation, et leur complicité silencieuse piquait presque autant que les mots eux-mêmes. La voix de Chloé était à peine plus qu'un murmure quand elle finit par parler. « Je veux juste aller en cours. »« Quoi ?» Théo fit la sourde oreille de manière théâtrale. « Désolé, je ne parle pas paysan. » Les rires qui suivirent ressemblèrent à des aiguilles sur sa peau. Les mains de Chloé se crispèrent sur ses livres, et pendant un instant, elle sentit la montée familière d'agression contrôlée que son grand-père lui avait appris à canaliser. Mais sa voix résonna dans son esprit, lui rappelant que se battre devait être un dernier recours.
utilisée seulement lorsque toutes les autres options étaient épuisées. Elle essaya une fois de plus de les contourner, mais cette fois, Léa s'avança et la heurta accidentellement. Les livres de Chloé s'éparpillèrent sur le sol, et le bruit du froissement des papiers se mêla au rire renouvelé de leur public. « Oups !» dit Léa, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Désolé pour ça. Peut-être que tu devrais faire attention où tu vas. » Alors que Chloé s'agenouillait pour ramasser ses affaires éparpillées, elle aperçut quelqu'un dans sa vision périphérique. Lucas Garnier se tenait près de son casier à une dizaine de mètres, son appareil photo suspendu autour de son cou comme toujours. Il était le photographe discret du journal du lycée et quelque chose dans sa douceur et son sourire sincère avait attiré son attention dès le premier jour. Contrairement aux autres, il ne s'était jamais moqué de son accent ni fait de remarques sur ses vêtements. Leurs yeux se croisèrent juste un instant et elle y vit quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude, peut-être même de la colère pour elle. Mais avant que l'un d'eux ne puisse agir, la sonnerie retentit et la foule commença à se disperser. « Dépêche-toi, la campagnarde !» lança Théo par-dessus son épaule en s'éloignant. « Tu ne voudrais pas être en retard en plus de tout le reste. » Les semaines suivantes établirent un schéma qui nouait l'estomac de Chloé tous les matins quand elle se réveillait. Le trio semblait avoir une capacité étrange à la trouver où qu'elle aille. À la cantine, il passait devant sa table et faisait des commentaires bruyants sur l'odeur de son déjeuner fait maison. À la bibliothèque, il chuchotait juste assez fort pour qu'elle entende des choses sur son téléphone dépassé et son sac à dos usé. Les incidents les plus graves se produisaient dans les zones les moins surveillées du lycée. La cage d'escalier entre le 2e et le 3e étage devint une zone de danger particulière, où Théo lui donnait des coups d'épaule accidentels contre le mur, où Léa faisait des remarques blessantes sur son apparence qui la laissait se sentir petite et sans valeur. Mais c'est dans la cour derrière le gymnase que les choses dépassèrent le simple stade des mots. Chloé déjeunait seule à une table de pique-nique, essayant de se perdre dans un livre, quand l'ombre tomba à nouveau sur sa page. « Encore en train de lire toute seule, je vois », dit Théo, s'installant sur le banc en face d'elle, sans invitation. Léa et Maxime le flanquaient, leurs expressions promettant du divertissement à ses dépens. « Tu sais, je me disais, » dit Léa, examinant ses ongles parfaitement manucurés. « Il doit y avoir une raison pour laquelle tu es si asocial. Je veux dire, les gens normaux essaient de se faire des amis. » « Peut-être qu'elle se croit trop bien pour nous, » suggéra Maxime, son téléphone enregistrant déjà. « Tu sais comment certaines personnes deviennent quand elles déménagent dans un endroit mieux. Elles se croient spéciales. » Chloé ferma son livre lentement, ses doigts traçant la couverture usée. « Je ne dérange personne. Je veux juste déjeuner. » « Tu vois, il y a encore cette attitude, » dit Théo, sa voix se durcissant. « Tu viens dans notre lycée, tu manges notre nourriture, tu respires notre air, et tu ne peux même pas te donner la peine d'être sociable. » La confrontation aurait pu s'arrêter là, comme d'habitude, avec Chloé rangeant ses affaires et trouvant un autre endroit où aller. Mais alors Lucas apparut au bord de la cour, son sac d'appareil photo en bandoulière et son expression soucieuse. « Hé, Chloé !» lança-t-il, sa voix portant clairement à travers l'espace. « Je te cherchais. Madame Garnier voulait savoir si tu serais intéressée pour aider avec le magazine littéraire. Elle a dit que ton essai sur la Bretagne était vraiment bon. » Le simple fait que quelqu'un reconnaisse son existence, et encore moins loue son travail, envoya un frisson chaleureux dans la poitrine de Chloé. Le sourire de Lucas était sincère, et pendant un instant, elle oublia les 3 prédateurs assis en face d'elle. « J'aimerais bien, » dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Mais l'expression de Théo s'était assombrie à l'interruption. « Tiens, on dirait que la campagnarde s'est trouvé un copain. »« Lucas, c'est ça ?» La voix de Léa prit un ton doucereux à donner la nausée. « Tu ne réalises probablement pas, mais tu parles au cas social du lycée. On essayait juste de l'aider à comprendre comment les choses fonctionnent ici. » La mâchoire de Lucas se crispa, et Chloé vit ses mains se serrer autour de la sangle de son appareil photo. « Il me semble que vous êtes juste cruel sans raison. »
cruel? Théo se leva, son avantage considérable en taille, le faisant se dresser au-dessus du garçon plus petit. On est pédagogue, quelqu'un doit vous apprendre le respect à tous les deux. La confrontation dégénéra rapidement à partir de là. Maxime continua d'enregistrer pendant que Théo se rapprochait de Lucas, utilisant sa taille pour intimider. Léa fit des remarques blessantes sur le complexe de chevalier blanc de Lucas et suggéra que peut-être lui et Chloé se méritaient bien puisqu'ils étaient tous les deux bizarres. Mais c'est quand Théo poussa Lucas, le faisant trébucher en arrière et faillir faire tomber son appareil photo, que quelque chose changea dans la poitrine de Chloé. La montée familière d'agression contrôlée se fit sentir, mais cette fois, elle s'accompagna d'une clarté qui n'était pas là auparavant. Il ne s'agissait plus d'elle. Il menaçait la seule personne qui lui avait montré de la gentillesse, et cela franchissait une ligne dont elle n'avait même pas conscience de l'existence. Elle se leva lentement, ses mouvements délibérés et contrôlés. « Laissez-le tranquille ». Théo se tourna vers elle avec un rire. « Oh, maintenant tu veux jouer les protectrices ?» C'est fort de café. J'ai dit « laissez-le tranquille ». La voix de Chloé portait une nouvelle qualité, quelque chose qui fit faire un demi-pas en arrière à Léa sans qu'elle s'en rende compte. « Ou quoi ?» Théo écarta les bras, jouant pour son public. « Qu'est-ce que tu vas faire, la campagnarde ?» Pendant un instant, Chloé sentit le poids des enseignements de son grand-père, les innombrables heures d'entraînement, la discipline qu'il lui avait inculquée, la responsabilité qui venait avec le fait de savoir comment blesser les gens. Mais elle sentit aussi le poids accumulé de semaines d'humiliation, la piqûre d'être traitée comme moins qu'humaine, et la fureur protectrice qui venait de voir quelqu'un qu'elle appréciait être menacé. « Je vous le demande gentiment », dit-elle, sa voix stable malgré l'adrénaline qui la traversait. « S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. » La réponse de Théo fut de rire et de se retourner vers Lucas. « Tu sais quoi, le photographe ? Je pense que tu as besoin d'apprendre le respect aussi. » Ce qui se passa ensuite se déroula avec l'inévitabilité fluide d'une danse que Chloé avait pratiquée 1000 fois. Théo tendit la main vers l'appareil photo de Lucas, avec l'intention de l'attraper, de le casser, de l'humilier comme il l'avait humilié. Mais Chloé bougea plus vite que quiconque dans cette cour ne l'avait jamais vu bouger. La voix de son grand-père résonna dans son esprit alors qu'elle s'avançait, son corps se plaçant dans la position familière qui était devenue une seconde nature. La violence n'est jamais le premier choix, ma puce, mais parfois, c'est le seul choix qui compte. La main de Théo était à quelques centimètres de l'appareil photo de Lucas quand la frappe de la paume de Chloé l'atteignit au plexus solaire. L'impact chassa l'air de ses poumons et le fit trébucher en arrière, son visage passant de la cruauté confiante à la surprise choquée en l'espace d'un battement de cœur. « Qu'est-ce que... » halta-t-il, sa voix réduite à un sifflement. La façade parfaitement composée de Léa se fissura. « Théo, relève-toi, elle a juste eu de la chance. » Mais Théo avançait déjà à nouveau, son embarras alimentant sa colère. Il frappa largement, télégraphiant le coup de poing d'une manière qui aurait fait secouer la tête de déception à son grand-père. Elle se baissa sous son bras et balaya ses jambes, le faisant s'écraser au sol avec un bruit sourd satisfaisant. Maxime avait arrêté d'enregistrer, son téléphone oublié dans sa main alors qu'il regardait la scène se dérouler devant lui. « Putain de merde !» souffla-t-il. Le bruit de Théo frappant le sol sembla briser le sort qui avait maintenu le petit groupe de spectateurs. Les élèves commencèrent à émerger des bords de la cour, attirés par l'agitation. Certains avaient leurs téléphones à la main, enregistrant déjà ce qui promettait d'être l'incident le plus commenté du semestre. Théo se releva avec difficulté, son visage rouge d'embarras et de rage. « Tu crois que tu es fort ? Tu crois que tu peux juste ?» Il chargea à nouveau, et cette fois, Chloé n'hésita pas. Son grand-père lui avait appris qu'une fois qu'un combat commençait, il fallait le terminer rapidement et de manière décisive. Elle esquiva sa charge maladroite, attrapa son bras et utilisa son propre élan pour le faire s'étaler à travers la cour. « Reste à terre »,
dit-elle, sa voix portant l'autorité tranquille de quelqu'un qui savait exactement de quoi il était capable. Mais Théo était au-delà de la raison maintenant. Son orgueil avait été blessé devant un public, et sa seule pensée était de réaffirmer sa domination. Il revint vers elle, cette fois avec Maxime se joignant à lui, décidant apparemment que 2 contre 1 étaient de meilleures chances. Ce qui suivit fut une démonstration de violence contrôlée qui laissa tous ceux qui regardèrent dans un silence stupéfait. Chloé bougea avec la grâce fluide de quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner son art, son corps se déplaçant et coulant autour de leurs attaques comme de l'eau autour des pierres. Chaque coup était précis, chaque mouvement calculé pour un effet maximum avec un effort minimum. Maxime tomba le premier, un lancer parfaitement exécuté qui le fit culbuter à travers l'herbe. Il resta à terre, serrant son épaule et regardant Chloé avec quelque chose qui ressemblait à de la crainte. Théo dura plus longtemps, sa taille et sa force faisant de lui un adversaire plus difficile. Mais la taille ne voulait rien dire face à quelqu'un qui comprenait le levier, le timing et l'anatomie. Chloé attrapa son coup de poing suivant, tordit son bras derrière son dos et le projeta face contre terre. Pendant un instant, elle le maintint là, son bras en hyperextension juste au point de la douleur, mais pas de la blessure. C'était le moment dont son grand-père l'avait toujours averti, le moment où le pouvoir de blesser quelqu'un complètement était entre ses mains. Elle pouvait sentir le tremblement dans le bras de Théo, savait qu'une torsion de plus le briserait, lui donnerait le genre de victoire définitive qui garantirait qu'il ne la dérangerait plus jamais. Mais la voix de Pépé était plus forte que sa colère. « Le moment où tu deviens la chose que tu détestes, ma puce, tu as perdu plus que n'importe quel combat ne pourrait jamais te coûter. » Elle relâcha son bras et recula, sa respiration stable malgré l'adrénaline qui la traversait. Théo se retourna, son visage un masque de douleur et d'humiliation, et elle vit quelque chose dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. Une peur authentique. « Je ne veux pas me battre avec toi, » dit-elle, sa voix portant clairement à travers la cour silencieuse. « Je n'ai jamais voulu me battre avec aucun d'entre vous. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. » Léa, qui était restée figée sous le choc pendant toute la confrontation, finit par retrouver sa voix. « Tu es folle, tu es complètement folle. »« Non, » dit Chloé, se tournant pour faire face à la fille qui l'avait tourmentée pendant des semaines. « Je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être traitée comme si je n'étais pas humaine. Je suis fatiguée d'être ridiculisée, bousculée et de me sentir comme si je n'avais ma place nulle part. » Elle regarda autour d'elle les visages qui la fixaient, certains choqués, certains impressionnés, certains effrayés. « Je n'ai jamais rien demandé de tout ça. Je voulais juste aller à l'école, apprendre et peut-être me faire un ami ou 2. Mais vous avez décidé que j'étais une cible facile et vous vous êtes trompé. » Lucas s'avança, son appareil photo oublié, son expression mêlant admiration et inquiétude. « Chloé, ça va ?» La simple question, posée avec un tel soin sincère, faillit briser sa contenance. Elle hocha la tête, sentant soudain le poids de ce qui venait de se passer se poser sur ses épaules. Théo se releva avec difficulté, son visage un mélange de douleur et de quelque chose qui aurait pu être du respect. « Où as-tu appris à te battre comme ça ?»« Mon grand-père, » dit-elle simplement. « Il m'a appris que se battre devait être un dernier recours, mais quand quelqu'un menace les gens que tu apprécies, parfois c'est la seule option. » La foule qui s'était rassemblée commença à se disperser alors que le bruit de pas approchant indiquait que les professeurs arrivaient enfin. Mais les dégâts étaient faits et tous ceux qui avaient été témoins de la confrontation savaient que la dynamique sociale de Jacques Prévert avait changé de manière permanente. Dans les semaines qui suivirent, Chloé se retrouva à naviguer dans un environnement scolaire complètement différent. Les chuchotements qui la suivaient dans les couloirs portaient désormais des sous-tons de respect plutôt que de moquerie. Les élèves qui n'avaient jamais reconnu son existence auparavant hochaient poliment la tête lorsqu'ils la croisaient dans les couloirs. Théo, Léa et Maxime gardèrent leur distance, leur ancienne confiance remplacée par un respect méfiant.
Les vidéos du combat s'étaient répandues sur les réseaux sociaux plus vite qu'un feu de forêt, et le récit qui émergea ne parlait pas d'une explosion de violence, mais de quelqu'un qui s'était enfin dressé contre des brutes qui étaient allés trop loin. Plus important encore, son amitié avec Lucas s'était approfondie en quelque chose de plus significatif. Ils passaient leur pause déjeuner ensemble maintenant, parlant de photographie, de littérature et des petits rêves qui rendaient le lycée supportable. Il avait été là dans la cour quand elle avait eu besoin de quelqu'un à défendre, et elle avait été là quand il avait eu besoin de protection. « Est-ce que tu le regrettes parfois ?» demanda-t-il un après-midi alors qu'ils étaient assis dans la même cour où tout avait changé. « De t'être défendu, je veux dire. » Chloé réfléchit attentivement à la question. « Je regrette que ce soit arrivé à ça. Je regrette que parler, raisonner et essayer d'être invisible n'ait pas fonctionné. Mais je ne regrette pas de m'être défendu, et je ne regrette certainement pas de t'avoir protégé. Ton grand-père serait fier, dit Lucas. Je pense qu'il le serait, convint-elle. Il a toujours dit que la force ne consistait pas à être capable de blesser les gens. Il s'agit de savoir quand ne pas le faire et d'avoir le courage d'agir quand c'est important. 3 mois après la confrontation, Théo s'approcha de sa table à la cantine. Toute la pièce sembla retenir son souffle alors qu'il se tenait là, ses mains enfoncées dans ses poches, son expression illisible. « Je peux m'asseoir ?» demanda-t-il. Chloé hocha la tête, curieuse de savoir ce qu'il avait à dire. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, » dit-il lentement, « à ce que j'ai fait, à ce que nous avons fait, et je voulais dire que je suis désolé. » Les excuses planèrent dans l'air entre eux, et Chloé pouvait sentir le poids de tous ceux qui écoutaient. « Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était normal de te traiter comme ça, » continua-t-il. « Je suppose que je pensais... Je ne sais pas ce que je pensais, mais tu as eu raison de te défendre. Tu as eu raison de riposter. » « Riposter n'était jamais le but, » dit Chloé doucement. « Le but était que je n'aurais pas dû avoir à le faire. » Théo hocha la tête, son expression pensive. « Ouais, je comprends ça maintenant. » Il se leva pour partir, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, je suis content que tu ne m'aies pas cassé le bras. Tu aurais pu, n'est-ce pas? »« Oui, » dit Chloé simplement. « Mais tu ne l'as pas fait. Ça dit quelque chose sur qui tu es. » Alors qu'il s'éloignait, Chloé ressentit un sentiment d'accomplissement qui lui manquait depuis la confrontation. Elle s'était défendue sans perdre son humanité, avait montré de la force sans devenir cruelle, avait gagné le respect sans devenir craint. La dernière sonnerie retentit, signalant la fin d'une autre journée à Jacques Prévert. Alors qu'elle traversait les couloirs en direction de son casier, Chloé réfléchit à tout ce qui avait changé depuis ces premières semaines terrifiantes. Elle portait toujours des vêtements de friperie et parlait avec un léger accent breton, mais ces choses ne la désignaient plus comme une cible. Au lieu de cela, elle faisait simplement partie de qui elle était, et c'était suffisant. Lucas l'attendait près de son casier, son sac d'appareil photo en bandoulière, et un sourire sincère sur son visage. « Prête à partir ? Prête, » dit-elle, passant son sac à dos sur son épaule. Alors qu'ils marchèrent vers la sortie, Chloé pensa à la leçon que son grand-père avait essayé de lui enseigner toutes ces années. La violence n'était jamais le premier choix, mais parfois c'était le seul choix qui comptait. Plus important encore, la vraie force résidait dans le fait de connaître la différence, d'avoir le courage d'agir quand c'était nécessaire, et de ne jamais perdre de vue qui on était dans le processus. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le parking alors qu'ils marchaient vers l'arrêt de bus, 2 élèves qui s'étaient trouvés dans le chaos de la hiérarchie du lycée. Derrière eux, Jacques Prévert se dressait silencieux et imposant, mais il ne ressemblait plus à une prison. Ce n'était qu'un bâtiment, rempli de gens apprenant à être humains, faisant des erreurs, et parfois, s'ils avaient de la chance, en tirant des leçons.